Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la flambée des prix dans le monde. Vous l'avez constaté, les prix des hydrocarbures, mais aussi les prix alimentaires explosent, accentués par la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, l'inflation au mois de mars atteint un record et oblige Joe Biden à modifier sa politique économique. Certains pays émergents connaissent déjà des pénuries alimentaires qui menacent aussi l'Europe. En France, l'augmentation des prix à la consommation depuis un an est de 5,1%. La moitié s'est produite sur les 2 derniers mois. Jamais les Français n'ont encaissé un tel choc depuis 50 ans. Le pouvoir d'achat, leur première préoccupation, est au cœur du second tour de cette campagne présidentielle. Alors la flambée des prix, jusqu'où? Comment y faire face? En France, que proposent les deux candidats pour le pouvoir d'achat? On posera la question à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin Cordia. Bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite de sciences économiques à la Sorbonne Paris-Nord, membre des économistes atterrés, auteur de Le bien commun, le climat et le marché. Et c'est au lien qui libère. Bienvenue à vous, Benjamin Cordia. Élie Cohen est avec nous, économiste et directeur de recherche émérite au CNRS. Votre ouvrage, La valse européenne, les 3 temps de la crise, c'est aux éditions Fayard. Bonsoir, Élie Cohen. Et bienvenue. Bonsoir. Lynn Rifaille est avec nous, chroniqueuse économique à France 24. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Stéphanie. Nous allons également avoir, dans la première partie de cette émission, Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Et avant de vous entendre, eh bien, on va démarrer par l'inflation, justement, aux États-Unis, qui met en péril la popularité de Joe Biden. Lynn Rifaille, tout de suite, je me tourne vers vous. On va regarder cette DLS avec vous. Une inflation aux États-Unis qui est de 8,5% en rythme annuel contre 7,9% le mois dernier. Ça n'arrête pas de grimper et on peut dire que la contribution de l'énergie est massive dans ce chiffre. C'est vrai, Stéphanie, ça fait un an à peu près que l'inflation est au-delà des 2%, l'objectif de la Banque centrale américaine. Mais ça fait quelques mois que tout cela s'accélère et encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine. On voit ici les chiffres, les derniers chiffres qui viennent de paraître pour le mois de mars. Une inflation à 8,5%, toute catégorie. Donc c'est l'inflation moyenne pour les États-Unis. Et ce qui cause en particulier cette inflation, c'est la flambée des prix de l'énergie. Vous le voyez, plus 32% pour les prix de l'énergie en rythme annuel. Ça veut dire hydrocarbures? Les hydrocarbures, toutes sortes d'énergie donc qui rentrent, le gaz, le pétrole, etc. Donc cause cette flambée des prix. Mais il n'y a pas que la hausse des prix de l'énergie qui cause cette inflation. C'est la raison principale. Mais il y a aussi, et vous en avez parlé, la hausse des prix des aliments. Avec la guerre en Ukraine, mais même avant, il y avait une hausse des prix des céréales. Il y avait les sécheresses. Il y a ensuite les difficultés d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine. Un des principaux pourvoyeurs, un des principaux exportateurs de blé. Donc, si on regarde encore ces chiffres, 8,8% de hausse pour les prix de l'alimentation. Et puis, il ne faut pas oublier les salaires qui augmentent aux États-Unis. On est sur un marché du travail très tendu, un taux de chômage à 3,6% de la population active seulement. On a vu aussi ces derniers mois le mouvement de vastes démissions aux États-Unis. Donc, pour attirer les meilleurs salariés, ou pour attirer tout simplement les salariés, les entreprises doivent augmenter les salaires. Mathieu Mabin à Washington. Cette hausse des prix, Mathieu, est-ce qu'elle pèse sur la popularité de Joe Biden? On a tout de même l'impression qu'elle pèse sur sa popularité à quelques mois des midterms, de ces fameuses élections mi-mandat. Oui, indiscutablement. On a entendu Lynn à l'instant évoquer ce taux d'inflation record aux États-Unis et cette lente escalade des prix qui impacte, il faut le dire, directement la vie des Américains sur l'ensemble des produits de consommation courante. Il y a 2 indicateurs auxquels les consommateurs américains sont particulièrement sensibles et qui transforment le niveau de l'inflation en quelque chose de très concret pour eux. C'est d'une part le prix du chariot de course au supermarché, tout simplement, mais également le prix du gallon à la pompe. En clair, le prix du carburant dans un pays où la mobilité routière, comme on le sait, ne connaît quasiment aucune alternative. Alors bien sûr, les citoyens américains sont parfaitement capables de comprendre que cette hausse des prix n'est pas directement le fait de l'administration en place. Mais ça n'empêche que Joe Biden sera effectivement jugé sur sa capacité au moins à atténuer d'une part les effets de la guerre en Ukraine sur l'économie américaine et d'autre part sur sa capacité, on l'a dit, à compenser cette inflation. Or, pour le moment, les consommateurs américains sont convaincus d'une chose, et je dirais, quelle que soit leur sensibilité, démocrate ou républicaine, Joe Biden, jusqu'à présent, était techniquement incapable d'endiguer la hausse des prix qui, sur un chariot de $100, par exemple, voit le budget alimentaire des familles augmenter de bientôt une dizaine de dollars, ce qui est considérable. Mais plus marquant encore, on l'a dit, le prix des carburants à la pompe qui atteint désormais $4,10 et entre $4,10 et $4,20. Quand on interroge les consommateurs américains, ils nous expliquent
qu'ils peuvent compenser l'inflation par une baisse de leur consommation, y compris alimentaire. Mais ce qui, à terme, aura un effet dévastateur sur la popularité de l'administration Biden, c'est ce rendez-vous hebdomadaire à la station-service qui rappelle aux électeurs américains que leur pouvoir d'achat est en chute libre. Eli Cohen, est-ce que c'est inquiétant et est-ce que finalement ça nous rappelle d'autres souvenirs, par exemple 2008, ce qui se passe aujourd'hui ? Ah non, il faut remonter au-delà de 2008. Ce qui est en train de se passer est tout à fait exceptionnel. Je crois qu'il y a un chiffre qui, résume pour moi l'affaire. Sur l'année écoulée, le prix du gaz a été multiplié par 10. Ce n'est pas une augmentation de 10, 20, 30, 40 ou 50%. Le prix du gaz a été multiplié par 10. On n'a jamais vu ça. Et ça, c'est la guerre en Ukraine ? Alors ça, c'est l'accumulation, c'est ça qui est intéressant. C'est l'accumulation de plusieurs phénomènes. Premier phénomène, ça a été le Covid. Et puis, la première vague du Covid. Et puis après, il y a eu la relance. Et la relance Trump et la relance Biden. Et puis après, il y a eu les perturbations dans les flux logistiques internationaux. Et puis, il y a eu la nouvelle vague Covid. Et puis après, il y a eu l'Ukraine et les problèmes avec la Russie. Donc, si vous voulez, c'est un véritable millefeuille de phénomènes de déstabilisation qui se sont cumulés, ce qui fait qu'au départ, on continue à faire les mignons, nous autres économistes, en disant il faut distinguer l'inflation de base de l'inflation exceptionnelle, ce qu'on appelle la core inflation, et on va essayer d'épurer l'indice des prix des phénomènes perturbateurs comme l'énergie ou l'alimentaire. Et puis, en fait, on a vu que l'énergie et l'alimentaire sont devenus le principal moteur de cette inflation. Alors, dans un deuxième temps, on a dit, oui, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas une véritable inflation, parce que la véritable inflation, c'est quand vous avez la boucle prix-salaire. C'est-à-dire quand la hausse des prix continue, finit par déclencher une hausse de salaire, et que la hausse devient auto-entretenue. Et comme ça a été dit tout à l'heure, une spirale. C'est ce qu'on a observé aux États-Unis. Et alors après, on a dit, mais ce qui se passe aux États-Unis est très différent de ce qui se passe en Europe. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une convergence progressive, à la fois vers une hausse cumulative des prix, vers la formation de phénomènes de spirale prix-salaire, et par le fait que plus personne ne maîtrise les marchés de matières premières, les marchés de l'énergie et les marchés alimentaires. Benjamin Corrier, assez inquiétant le tableau décrit par Eli Cohen. En tout cas, vous êtes tous d'accord, on est dans une espèce de spirale inflationniste mondiale ? Oui, avant de venir à la spirale inflationniste, et pour aller tout à fait dans le même sens que ce que disait Eli, je rajoute un mot qui est implicite, mais qui est très important. À quoi on assiste ? On assiste à ce que nous, les économistes, dans le jargon, on appelle la rupture des chaînes de valeur. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au fait que les économies, nos économies, sont totalement mondialisées, que les circuits sont totalement internationaux et que ces chocs successifs, les différentes vagues de Covid, plus la guerre en Ukraine, ont rompu ces chaînes d'approvisionnement. Donc c'est une inflation qui a absolument rien à voir avec, enfin, une crise qui a rien à voir avec celle de 2008, parce que là, c'est plus profond, d'une certaine manière, et on sent toute la vulnérabilité du système sur lequel on est assis, qui se marque notamment dans les prix du gaz, mais comme on l'avait senti à l'époque du Covid, sur le fait que les médecins, les infirmiers n'avaient pas de masque. Donc il y avait une rupture complète. Donc là, vous parlez de la dépendance, en fait, de l'interdépendance. Je parle de l'interdépendance. Je parle du fait que nos économies sont entièrement mondialisées, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, en Europe, et que ces chocs successifs ont cassé les chaînes d'approvisionnement et les hausses de prix auxquelles on assiste, c'est de la rareté absolue des biens disponibles. Parce qu'on n'arrive pas soit à les produire, soit à les transférer. Donc c'est un phénomène très original. Du côté des prix alimentaires, dans un certain nombre de pays émergents, il y a déjà des pénuries de pain, par exemple, dans un certain nombre de pays. On va écouter la directrice de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. L'effet économique le plus immédiat de la guerre a été une forte hausse des prix des denrées alimentaires, de l'énergie, des engrais et de certains minéraux importants dont l'Ukraine et la Russie sont les principaux fournisseurs sur le marché mondial. Une crise alimentaire potentielle est imminente. Les prix des denrées alimentaires et de l'énergie étaient déjà élevés par rapport aux normes historiques avant la guerre. Alors, les Nations Unies donnent l'alerte.
Oui. Là, on parle de pays très vulnérables, de famine. Famine, le mot est utilisé pour certains pays et on va y revenir. Il y a d'abord eu cet indice publié vendredi par la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, et qui montre qu'on a atteint un niveau jamais vu précédemment pour l'augmentation des prix alimentaires, plus 12,6% sur un mois. C'est juste une moyenne qui cache de nombreuses disparités. Et cela donc fait que certains pays font face à des pénuries, d'une part parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer si cher pour s'approvisionner, et parce qu'il y a aussi des manques sur les marchés mondiaux. Certains pays en développement, notamment dans la région Moyen-Orient et en Afrique, sont très dépendants des importations de blé d'Ukraine, de Russie. Un exemple, celui du Liban, une économie déjà en forte crise économique et financière, qui manque de devises pour pouvoir importer et qui se retrouve donc face à des difficultés d'approvisionnement, pas assez d'argent pour acheter un blé de plus en plus cher et un blé qui n'est plus disponible. Il y a eu aussi l'explosion du port de Beyrouth qui fait qu'on ne peut plus stocker dans les silos du port de Beyrouth toutes ces quantités de blé. Une crise avec aujourd'hui même une fermeture de nombreuses boulangeries pour montrer qu'on n'a plus assez de blé pour produire du pain. Deux autres pays très rapidement que je cite, l'exemple du Yémen, puisque les Nations Unies, l'ONU, a dit que ce pays allait avoir besoin d'assistance alimentaire au cours du deuxième semestre 2022. Et puis l'exemple de la Somalie, où près de 40% de la population fait face à des niveaux d'extrême insécurité alimentaire, et certaines zones connaîtraient aussi probablement déjà la famine, toujours selon les Nations Unies. Elie Cohen, donc famine, là c'est vrai que le tableau est, je dirais, très compliqué. On est effectivement dans une situation inédite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous voulez, quand vous constatez que les deux pays qui étaient les plus gros exportateurs de céréales, mais aussi d'huile de tournesol, etc., qu'étaient la Russie et surtout l'Ukraine, s'arrêtent et de produire. On a tous vu ces scènes où les champs sont labourés par des missiles qui sont tombés et on a tous vu les ports de la mer Noire qui sont totalement bloqués. Donc quand vous ne pouvez plus produire et quand vous ne pouvez plus exporter, les pénuries physiques se manifestent. Se manifestent comment ? D'abord par des hausses de prix. Alors vous avez donné des chiffres. J'ose dire que s'il n'y avait que 12% de hausse, on s'en réjouirait presque. Non, la variation du prix des céréales, ça, là aussi, c'est comme pour le gaz, ça atteignait parfois plus 100%, plus 200%, etc. Donc, il y a ce phénomène de pénurie physique et donc, effectivement, des pays qui ont de plus en plus de difficultés à pouvoir acheter le blé dont ils ont besoin et de pouvoir donc simplement consommer et satisfaire leur population. Et donc, on va avoir des émeutes de la faim. Ça, on a connu déjà ce genre de situation, c'est-à-dire des peuples livrés à eux-mêmes qui n'ont plus la fourniture de base avec des intrants qui coûtent de plus en plus cher, qui du coup vont donner une deuxième vague de hausse de prix, parce que maintenant, on dit aux agriculteurs, dans la hâte, notamment au niveau européen, semer davantage. Mais il faut qu'ils puissent payer les intrants, c'est-à-dire les engrais, les produits chimiques, l'énergie, qui, elle, entre-temps, aura beaucoup, beaucoup augmenté. Donc là aussi, ça crée une difficulté supplémentaire et ça nourrit la vague suivante. Mais Benjamin a tout à fait raison. Le vrai problème, c'est la désorganisation des chaînes de production et de transport mondial et la découverte de notre incroyable dépendance par rapport à tel ou tel élément qu'avant, on estimait acquis dans le cadre de l'économie de flux tendu qui organisait la planète. Donc on est en fait en train de découvrir cette interdépendance, Benjamin Correa. On découvre surtout une espèce de stupéfaction générale. Oui, on découvre. On la redécouvre un peu chaque jour. Oui, disons, on découvre la profondeur des conséquences si jamais il y a le moindre accroc. Sur les questions d'alimentation, il faut quand même dire, parce que ça, c'est peu dit, que en temps normal, quand tout va bien, il y a 900 millions de gens sur la planète qui sont sous-nutris ou malnutris. Bien. Donc on était déjà dans une situation qui n'était absolument pas bonne et pas acceptable. Avec ce qu'on produit aujourd'hui dans le monde, avoir cette situation-là était déjà un arrière-fond extrêmement compliqué. Vous rajoutez à ça les phénomènes de désorganisation. Et il faut bien dire, parce que ça a été le cas, par exemple, sur les vaccins, l'égoïsme des nations, c'est-à-dire la ruée des plus nantis
pour assurer des stocks permettant... D'une certaine manière, on peut le comprendre, mais en tout cas, c'est ça qu'on a vu, hein, ce qu'on a appelé le nationalisme vaccinal. Maintenant, on a du nationalisme alimentaire, on a des pays qui peuvent payer les prix impossibles qui sont sur le marché et qui accroissent encore l'impossibilité pour les plus pauvres de s'alimenter. Donc oui, on va arriver vers des situations absolument dramatiques. Mathieu, à Washington, les États-Unis, est-ce qu'ils peuvent compenser un certain nombre de pénuries alimentaires ? Alors, on l'a déjà formulé partiellement, mais les États-Unis n'échappent pas aux effets de la crise alimentaire qui s'annonce et de la paralysie des greniers à grains russes, ukrainiens et même biélorusses. Alors, bien sûr, les Américains ne risquent pas la famine comme dans d'autres parties du monde, évidemment, mais pour eux aussi, le coût de l'alimentation pourrait grimper jusqu'à 10%, ce sont les pronostics, et cela indépendamment de l'inflation qu'on a évoquée à l'instant. Mais ce qui est paradoxal, c'est que techniquement, les États-Unis possèdent une agriculture qui pourrait justement compenser les baisses de production russe et ukrainienne. Mais pour cela, il faudrait réformer en profondeur la politique agricole américaine et la réorienter vers la production de céréales, qu'elle n'a pas complètement abandonnée, évidemment, mais qui a été au moins partiellement délaissée ces dernières années au profit de la culture du soja, notamment. Moins de blé, moins de maïs, plus de soja, c'est le choix qui a été fait par les agriculteurs américains ces dernières années, justement parce qu'ils ne parvenaient plus à concurrencer les céréaliers d'Europe de l'Est. C'est tout le paradoxe. Mais vous imaginez bien, on parle ici d'agriculture et que pour réformer dans ses proportions un outil de production à l'échelle d'un pays comme les États-Unis, il faut beaucoup plus qu'une saison. Et il est donc illusoire, au moment où nous parlons, d'imaginer que l'Amérique sauvera le monde de la crise alimentaire. Merci. C'est encore pire que ça, parce que c'est la même situation en Europe. La logique majeure des politiques européennes depuis au moins une décennie, c'est de mettre en jachère une partie des terres parce qu'on produisait trop et parce qu'on pensait que l'exploitation des sols ne correspondait pas aux standards écologiques. Donc on a mis en jachère. Et maintenant, en catastrophe, on est en train d'inciter les agriculteurs à remettre en exploitation des terres qu'on avait mises en jachère il y a encore quelques mois. C'est un peu panique à bord. En Europe aussi. C'est un peu panique à bord parce que moi, je ne me réjouis pas de ce volte-face qu'on fait sur les questions agroalimentaires. Parce que, bien sûr, il faut faire face. Mais en même temps, si ça doit signifier un recul sur les questions écologiques, comme c'est le cas d'ailleurs à propos de l'énergie, où maintenant on remet en exploitation des champs d'hydrocarbures, alors que le GIEC, la semaine dernière, nous a dit on a 3 ans pour commencer à inverser la courbe. Bon, donc je veux dire, ça vient encore aggraver le tableau. Faut pas, je veux dire, le peu qui a été fait dans la mise en jachère, ou je sais pas quoi, n'était pas une politique erronée. Ce qui va pas, c'est le cadre dans lequel on est. Mais il faut surtout pas que l'écologie soit la victime de la crise actuelle. Surtout pas. En France, en tout cas, on voit bien que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. L'inflation est de 5,1% et la moitié de cette augmentation des prix en France s'est produite sur les 2 derniers mois, c'est-à-dire au mois de février et au mois de mars. Jamais, manifestement, les Français n'avaient encaissé un tel choc depuis 50 ans. On va faire le point en images avec nos confrères de France 2 et on en parle ensuite. Dans les rayons, des prix qui augmentent et dans l'esprit des Français, une préoccupation, leur pouvoir d'achat. À Lyon, dans cette grande surface, l'idée d'un chèque alimentaire, promesse d'Emmanuel Macron, divise ses consommateurs. C'est très bien, notamment pour les populations les plus fragiles, à très court terme. Je ne suis pas sûr que ce soit viable. Oui, ça peut toujours aider, mais est-ce que c'est suffisant ? De son côté, Marine Le Pen souhaite lancer un panier de produits de première nécessité sans aucune TVA. Certains clients restent sceptiques. Si ça se faisait, oui, moins de taxes et puis un peu plus de salaire, on pourra au moins bien suivre. À la station-service, les prix ont aussi flambé ces derniers mois. Alors pour faire face à l'ensemble des augmentations, Emmanuel Macron, en tant que président, a mis en place une indemnité inflation de 100 € versée en début d'année. Autre mesure, 18 centimes de remise par litre de carburant jusqu'à la fin du mois de juillet. Prolonger ces aides plus longtemps, une promesse du candidat indispensable pour ces automobilistes. C'est très intéressant, ça aide énormément. Je préfère que c'est un truc qui se voit dans le temps et de projeter des idées qui vont dans le temps, et pas un truc pour calmer sur le coup. Pour faire baisser le plein d'essence, la candidate du Rassemblement national, elle, promet des baisses de taxes sur les carburants, seule mesure vraiment efficace pour certains. Un peu moins de taxes, quoi, pour qu'on s'y retrouve, nous, voilà. Que l'État fasse des efforts aussi, quoi. 2 projets, 2 candidats qui comptent bien mettre le pouvoir d'achat au cœur de la campagne de l'entre-deux tours.
Voilà, et on va passer au crible, bien sûr, les propositions de Marine Le Pen d'un côté et d'Emmanuel Macron de l'autre. Mais avant ça, on va d'abord faire les chiffres avec Lynn Rifaille. Augmentation des prix à la consommation en France depuis un an de 5,1%. Et c'est beaucoup. Oui, alors il y a 2 chiffres, juste pour le préciser, qui circulent pour l'inflation en France. 4,5% qui est le chiffre de l'INSEE et 5,1% c'est le chiffre qu'on a choisi d'utiliser parce que c'est le chiffre d'Eurostat qui nous permet de faire des comparaisons européennes. C'est un chiffre qui prend davantage en compte les produits énergétiques. On le verra tout à l'heure. Vous le voyez ici en France par rapport aux autres pays européens. La France, on pourrait dire qu'elle ne se place pas si mal malgré une inflation record jamais vue depuis que Eurostat calcule ces chiffres. 5,1% d'inflation, c'est en dessous de la moyenne de la zone euro qui est à 7,5%. C'est bien en deçà d'un pays comme l'Espagne par exemple avec une inflation qui frôle les 10%. Alors pourquoi cette inflation en France est plus faible que la moyenne européenne, même si elle reste très élevée, on l'a dit, jamais vue en France depuis des décennies. D'abord parce qu'il y a une composante importante de cette inflation qui vient de l'énergie. On voit ici, si on prend toutes les catégories, il y a une augmentation au niveau européen en tout cas de 44,7% de l'énergie. En France, il y a eu des mesures pour bloquer les prix de l'électricité, du gaz, également un mix énergétique avec une électricité qui vient à 70% du nucléaire. Et puis d'autres raisons aussi à cela, des salaires qui augmentent par exemple moins vite qu'en Allemagne, qui font que ça pourrait expliquer entre autres le fait que les prix accélèrent moins vite que dans d'autres pays de la zone euro. Pourtant, les consommateurs ressentent très fort cette inflation parce qu'elle touche des produits du quotidien et notamment les produits alimentaires. Quand ils vont au supermarché, ils voient que le prix des pâtes augmente, surtout les pâtes premier prix, parce que la matière première, elle occupe une place prépondérante dans le prix, d'autres biens également. Donc les consommateurs, quand on leur montre ce chiffre, ils ont du mal à relativiser. Élie Cohen, ils ont du mal à relativiser, les consommateurs. On va leur dire qu'effectivement, la France se place plutôt mieux que les partenaires européens. Mais aujourd'hui, effectivement, le panier de la ménagère, comme on peut dire, il prend un sacré coup. Mais surtout, le phénomène le plus important, c'est que depuis 15 ans, on se battait pour atteindre l'objectif d'une hausse des prix de 2%, puisque la politique de la Banque centrale était calée sur cet objectif de hausse des prix de 2%. Et on était régulièrement en dessous des 2%, à tel point qu'on se demandait si nos outils de politique monétaire étaient bien adaptés. Et puis d'un seul coup, en un an, on franchit ce seuil de 2%. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit que dans la distribution des hausses de prix, un pays comme l'Espagne fait plus 10%. Et nous, Français, avec nos 5%, on fait partie des chanceux, de ceux qui ont une hausse des prix relativement modérée. Qu'est-ce qui distingue en un mot l'Espagne et la France ? Pourquoi l'Espagne c'est un record ? Parce que l'Espagne subit plus durement que nous et la hausse des prix de l'énergie, parce qu'ils n'ont pas le mix énergétique qui est le nôtre, et la hausse des prix alimentaires et les effets de la désorganisation du commerce. Bon, donc, alors aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que la Banque centrale va inventer un nouvel outil de politique monétaire pour tenir compte de cette inflation? Alors, c'est là qu'intervient un autre problème, qui est que plus le temps passe et plus on perd le souvenir des inflations qu'on a connues par le passé. En France, moi je me souviens, pendant la campagne électorale de François Mitterrand en 81, on avait à l'époque des hausses de prix qui étaient de l'ordre de 14%. Et ça a été cassé, ça, ensuite. Début des années 80, on avait ça, oui. On avait 14%. On est monté à 13,7, oui. Voilà. Et puis alors, et après, le grand débat, c'était est-ce qu'il fallait qu'on désindexe les salaires sur les prix, parce que, ce qu'on a fait d'ailleurs, parce que la spirale inflationniste paraissait non maîtrisée. Et il est très singulier de constater qu'aujourd'hui, en catastrophe, on est en train de réindexer. Vous avez vu ce qui a été promis pour la hausse du SMIC. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a un autre élément qu'il faut ajouter, je vous dis juste 2 mots, c'est sur les 15 dernières années, la hausse du pouvoir d'achat en France, moyenne, vous savez de combien elle a été sur les 15 dernières années ? 0,5%. C'est-à-dire, les Français sont habitués à une progression très faible de leur pouvoir d'achat depuis 15 ans. Ils ont donc le sentiment, compte tenu du fait qu'une partie des dépenses sont des dépenses obligées, et que ces dépenses obligées, notamment les dépenses énergétiques, de loyer, etc., augmentent plus vite, ils ont vraiment le sentiment d'un appauvrissement relatif. Donc on se trouve dans une situation où il y a reprise de l'inflation, sentiment d'appauvrissement relatif, conscience que le pouvoir d'achat a stagné au minimum au cours des 15 dernières années, et nos hommes politiques qui sont en campagne actuellement vont devoir répondre à tous ces défis en même temps. Benjamin Correa, oui, ce ressenti très fort, effectivement, pouvoir d'achat, premier souci des Français. Oui, et à juste titre, parce que
Vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire Eli Cohen, j'imagine? Oui, c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est du factuel. Donc le pouvoir d'achat en fait des Français a reculé pendant ces 10 ans où il a stagné? Non, il a stagné, il a un tout petit peu augmenté. Non, sur les 15 dernières... J'ai regardé les chiffres avant de venir. Donc, sur les 15 dernières années, l'augmentation était de 0,5. Mais ce qui est important, c'est que sur les 15 ans, j'ai découvert ça, pendant 5 ans, le pouvoir d'achat a baissé. Oui. Et il y a eu des effets de rattrapage après. Oui. D'où en fait peut-être une volonté d'indexer les salaires sur les prix. C'était ça, à différence des années 80. Oui, c'est-à-dire qu'on les avait désindexés. Hein, ça a été le tournant de la rigueur, en particulier Jacques Delors. C'est lui qui a lancé la 1983. Oui, 1983, absolument. Le tournant de la rigueur, ce qu'on appelait le tournant de la rigueur. Bon, qui a désindexé. Alors, ça n'a pas eu d'effet trop catastrophique d'un point de vue macroéconomique, parce que précisément, on a réussi progressivement à juguler l'inflation et qu'on est resté, en gros, sous les 2%. Mais dans une situation où l'inflation repart et à grande vitesse, cette situation de désindexation peut provoquer des largages, si je peux dire, de secteurs entiers de la population et du peuple. D'où le fait qu'il faut maintenant prendre des mesures tout à fait sérieuses. Augmenter les salaires, par exemple. Oui, certainement. En tout cas, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que tout le bricolage qui a été fait pour, soi-disant, redonner du pouvoir d'achat à travers, finalement, de la baisse de prestations ou de la baisse d'impôt local, par exemple, pour la taxe d'habitation, qui a privé les régions d'autant de ressources, pour moi, ne sont pas des solutions. C'est-à-dire que ce qui est donné d'un côté est repris de l'autre. Ça ne sert à rien d'augmenter d'un point ou deux le pouvoir d'achat réel si l'offre de services publics et si l'offre de prestations sociales, de son côté, baisse. Donc, je ne suis pas en train du tout de dire que Faucon Yaka, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la situation est complexe. Bien. Donc, il faut à la fois aller au feu sur la question de l'énergie et sur la question de l'alimentation, et il faut à la fois penser à des modifications plus profondes. Et c'est vrai que sur les salaires, compte tenu des niveaux d'inégalité, on a des marges, en tout cas pour les bas salaires. Vous êtes d'accord, Eli Cohen? On va ensuite parler des programmes. Non, il faut regarder les choses de manière plus méthodique. Est-ce qu'on pourrait décréter demain une hausse générale des salaires? Ben non, on butera très rapidement. Je parle des bas salaires. Non, attendez, je dis des salaires d'abord. On butera très rapidement sur une réalité qui est la réalité de la faible compétitivité française qui se traduit par ces déficits de balance courante qui ne cessent d'augmenter, etc. Donc oui, il faut inciter autant que possible les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'il est juste de prévoir une indexation quand même, parce que si on n'indexe pas notamment les bas salaires et les bas revenus, ça va se traduire par des baisses. Vous êtes d'accord avec indexation des bas salaires sur l'inflation. Sinon, on va connaître des baisses de pouvoir d'achat et des appauvrissements cumulatifs. Alors on va voir si c'est proposé par les deux candidats, parce qu'effectivement on est en pleine campagne et le pouvoir d'achat donc s'invite dans la campagne. Lynn, alors grosso modo, racontez-nous quelles sont les propositions de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. On va commencer par Marine Le Pen, elle qui veut baisser la TVA, n'est-ce pas, sur les produits énergétiques. C'est une des mesures qu'elle propose. Alors, Marine Le Pen, elle a mis le pouvoir d'achat au cœur de sa campagne, c'est vrai, mais si on regarde son programme sur Internet, c'est-à-dire ses 22 propositions pour 2022, comme elle les appelle, le pouvoir d'achat, les promesses sur le pouvoir d'achat n'arrivent qu'en 4e position, derrière les questions d'immigration, d'islamisme et de sécurité. Ensuite, maintenant, quand on regarde les mesures qu'elle propose, il y a en effet la proposition de baisser la TVA sur les produits énergétiques de 20% à 5,5%. Cela signifie des recettes en moins pour l'État. Il faudra voir comment ça sera financé. Elle dit aussi vouloir permettre aux entreprises des hausses de salaire de 10%. Donc là, c'est une mesure incitative, rien d'obligatoire là-dedans. Des incitations d'augmenter les salaires de 10% pour les salaires qui vont jusqu'à 3 SMIC, à peu près 4 500 € bruts. Des augmentations de salaire qui seraient encouragées comment? Par des exonérations de cotisations patronale. Et puis, elle veut aussi renationaliser les autoroutes pour, dit-elle, faire baisser les péages de 25%. Ça, c'est quelques-unes des propositions de Marine Le Pen. Regardons maintenant du côté d'Emmanuel Macron. Que propose-t-il pour le pouvoir d'achat? La question du pouvoir d'achat, elle s'est invitée très tôt à l'agenda d'Emmanuel Macron, avant même son entrée en campagne, parce qu'il y a eu des mesures que vous avez citées, effectivement, qui ont été prises par son gouvernement, comme la prime inflation, comme le gel des prix de l'électricité, et donc
face à cela, il y a eu ces mesures ponctuelles donc, qu'on a citées, le chèque énergie aussi. Et puis, en revanche, dans son programme, l'expression pouvoir d'achat, elle n'est pas mise en avant. Il est plutôt question, je cite là, de mieux vivre de son travail. Alors, que propose-t-il ? 3 propositions très rapides. D'abord, le triplement de ce qu'on appelle la prime Macron. C'est une prime défiscalisée qui allait jusqu'à 2 000 €. Si on la triple, on peut aller jusqu'à 6 000 €. Donc là aussi, on encourage les entreprises à la verser. Et elle s'adresse à qui, cette prime ? C'est obligatoire, donc, aux salariés donc, des entreprises qui peuvent tous les salariés. Voilà. Et ils souhaitent aussi un dispositif donc, de partage des profits, obliger les entreprises qui font des dividendes à partager les profits. Et enfin, en cas de réélection, ils souhaitent baisser les charges pour les indépendants. Alors, Élie Cohen et Benjamin Corrier, on va repasser en revenu. Alors d'abord, cette proposition de Marine Le Pen de baisser la TVA sur les produits énergétiques et sur d'ailleurs les produits, il me semble qu'il y a 100 produits alimentaires, hygiène, avec une TVA à 0. C'est une bonne mesure ou pas, Élie Cohen ? Écoutez, chaque fois que vous entendez baisse des charges, baisse d'impôts, il faut demander, ou baisse des charges ou baisse de la fiscalité, il faut demander tout de suite par quoi on remplace les revenus perdus qui vont au financement de la protection sociale. Alors, on peut dire qu'on va financer ces baisses de charges c'est ce qu'elle dit, par l'augmentation des impôts. Mais là, c'est un peu le sapeur Camembert. C'est pas ce qu'elle dit. Je ne crois pas que c'est une augmentation des impôts. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas, on dit c'est l'État qui va combler. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'État ? L'État, ça veut dire que l'État va accroître son déficit. Et donc, ça veut dire que l'État va accroître sa dette. Ça veut dire qu'on va financer des mesures pérennes de gain de pouvoir d'achat par un accroissement de la dette publique. Bon, il faut être conscient de ça. Donc c'est est-ce qu'au niveau actuel de dette publique, on peut encore ajouter plusieurs couches supplémentaires de dette publique, non pas pour financer des investissements, non pas pour financer de la recherche, non pas pour financer la croissance de demain, mais pour donner aux gens de quoi remplir leur bidon d'essence ou de quoi acheter des denrées. C'est pas un bon instrument pour vous, donc cette baisse de la TVA. Benjamin Corrier. Écoutez, on peut théoriquement souscrire à ce que dit Élie Cohen, mais je veux dire, on fait quoi hein ? Mais déjà là-dessus, sur la baisse de la TVA. C'est efficace ou pas ? Parce que la TVA est un impôt efficace. Non, moi je ne suis pas un fanatique de la baisse de la TVA, parce qu'une fois qu'un impôt quelconque a disparu, il ne revient plus jamais. Et comme vous l'avez compris, je pense que, et comme la crise l'a montré, hein, on a besoin d'un État qui ait une capacité d'intervention pour faire face aux crises. Donc on a besoin d'avoir des ressources pérennes, indépendamment de l'endettement. Alors, donc baisse de la TVA. Non, moi je suis plutôt favorable à une mesure que les plus anciens d'entre nous connaissent bien, qui était la mesure qui a été utilisée pendant les premières hausses du prix du pétrole, qui était une taxe flottante sur les carburants. Il n'y a aucune raison. C'était pas la fameuse TIPP. La TIPP. Ça veut dire que la taxe augmente ou baisse en fonction du prix des carburants. Alors, ça a l'avantage de permettre un abaissement pour le consommateur, et ça a l'avantage de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette chose immorale qui est que l'État bénéficie des hausses du prix de l'énergie au détriment du consommateur, parce que lui, il prélève un taux fixe. Donc, moi, je serais pour une mesure de ce type. Mais le fond de la question, quand même, hein, c'est que il faut arriver, hein, il n'y a pas 36 solutions, hein, si on ne fait pas un transfert des hauts revenus, des patrimoines, etc., vers les plus bas revenus, on n'y arrivera pas. Alors pour l'instant, je l'ai vu dans aucun des deux programmes, mais peut-être que ça m'a échappé. Sinon, on laisse crever les gens, ou bien, catastrophe des catastrophes, on augmente la dette. Mais je veux dire, après le quoi qu'il en coûte, on ne va pas nous expliquer qu'on ne peut plus toucher à rien. Je veux dire, la démonstration a été faite que quand il a fallu déverser une pluie d'argent sur les entreprises, on l'a fait. Alors, on passe à Emmanuel Macron. Je ne dis pas qu'il faut recommencer tous les jours, hein, mais il ne faut pas nous dire que pas touche. Non, mais c'est pas tout. Je vous signale que juste les mesures qui ont été prises, qui sont le chèque énergie, le chèque inflation, etc., ça fait déjà 30 milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui vont nourrir directement le déficit et la dette. Mais qui ont l'inconvénient de ne rien toucher de structurel. Oui, mais on l'a fait quand même. Oui, mais on l'a fait quand même. Alors, est-ce qu'on va généraliser ces mesures ? Une mesure d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut équilibrer les deux. Alors, cette fameuse prime, Élie Cohen, c'est une bonne idée, multiplier par 3 la prime. Mais non, c'est la même chose, c'est la même critique, c'est ça ce qui me frappe. C'est que même Emmanuel Macron recourt aux mêmes vieux instruments usés qui consistent à dire on va baisser les charges. Mais baisser les charges, c'est moins de ressources pour la protection sociale. Moins de ressources pour la protection sociale. Comme personne
envisage, et c'est heureux, de diminuer la protection des Français, ça veut dire que pour des dépenses maintenues, il va falloir de nouveau accroître le déficit et accroître la dette. Donc mauvais instrument, la prime. Oui, non, Benjamin Correa. c'est un mauvais instrument pour deux raisons. La première, c'est celle qui a été dite, c'est-à-dire que c'est des primes défiscalisées. Donc ça revient au fait que on abaisse la capacité de protection de l'État et d'intervention de l'État, suivant les cas. Et puis deuxièmement, c'est purement incitatif, c'est-à-dire c'est ceux qui veulent, pour les catégories de salariés qui veulent. Alors qu'on est dans une situation dans laquelle, clairement, il faut cibler les bas revenus. Mais je vais le dire comme ça, il faut venir au secours des bas revenus. Donc il y a vraiment des mesures à prendre et il faut mobiliser. Donc, et pas avoir seulement des mesures. Ça veut dire augmenter ce que vous disiez, indexer les bas revenus. Non, mais c'est pour ça que je suis pour une hausse du SMIC. J'insiste sur ce point. Alors ça, ni l'un ni l'autre, ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron ne proposent la hausse du SMIC. Oui, mais ça c'est leur affaire. Macron a déclaré qu'il y aurait l'indexation va être anticipée normalement. Les indexations du SMIC se font début janvier chaque année. Macron a annoncé que là, ça se fait dès le mois de juin. Oui, mais l'indexation, ce n'est pas une hausse du SMIC comme par exemple avait pu le proposer, me semble-t-il. Si vous le permettez, je vais dire pourquoi. Une hausse du SMIC. D'abord parce que c'est une mesure de justice sociale élémentaire dans une période d'inflation comme la nôtre. Mais ensuite parce que le gros argument consistant à dire « Ah là là, ça rend la France moins compétitive », passez-moi l'expression, c'est du baratin. Ça veut dire que 80% des gens qui touchent le SMIC ne sont pas exposés à la concurrence internationale. C'est des gens qui travaillent dans le commerce et l'alimentation. Donc on augmente à combien pour vous ? Oh ben moi j'en sais rien, mais ça dépend. C'est le package qui compte. Mais l'augmenter de 15% pour moi serait absolument un minimum. C'est Jean-Luc Mélenchon qui proposait une augmentation. Jean-Luc Mélenchon, mais plusieurs candidats proposaient d'augmenter le SMIC pour Jean-Luc Mélenchon à 1 400 € net. Mais par rapport à tout ce qui a aussi été dit par rapport à ces défiscalisations, ces baisses de cotisations, de charges, il faut prendre aussi en compte que si on augmente le déficit et la dette, on est face aussi à un État qui s'endette à des taux de plus en plus chers parce que face à cette inflation et la Banque centrale européenne qui va sans doute avant la fin de l'année relever ses taux d'intérêt et déjà dès maintenant les rendements des bons du Trésor français augmentent. Alors bloquer les prix, est-ce que c'est une possibilité, Elie Cohen ? Non, bloquer les prix ça n'a jamais été une solution franchement. Et puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi ? Vous allez bloquer le prix de l'essence à la pompe, par exemple, et si le prix du pétrole continue à augmenter, si le prix des produits raffinés continue à augmenter, qu'est-ce que ça veut dire ? Les producteurs ne livreront plus, les distributeurs seront bloqués, et on va après inventer du rationnement. Donc Benjamin Correa propose une augmentation du SMIC. Quelle serait votre proposition ? Mais l'augmentation du SMIC, mais j'ai commencé par dire qu'il fallait le faire. Ah d'accord, mais indexation, ça veut dire on l'augmente de combien ? Là, par exemple, compte tenu de la hausse des prix importante qui a eu lieu, il faudra augmenter le SMIC à la prochaine révision à due concurrence de la hausse des prix. C'est pas 15%, ça. Ah oui, mais non, c'est pas 15%. Ça, c'est pas une hausse des prix, c'est un rattrapage, c'est un juste rattrapage. Oui, moi, je suis pour une hausse au-delà de l'inflation. Il faut être très clair là-dessus. Et j'ai dit pourquoi. À la fois parce que c'est une mesure de justice élémentaire. Parce qu'on a des montagnes de rapports qui ont été faits par mon ami Gilles Berset, qui est le président de la Commission. Qui valent rien. Et qui montrent bien que l'un des effets mécaniques des hausses continues du SMIC en France, à la différence d'autres pays, c'est que le salaire médian se rapproche de plus en plus du SMIC et que donc il n'y a plus de carrière permise aux gens qui rentrent dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'industrie, etc. Parce que la hausse du SMIC fait que ça colle de plus en plus avec le salaire médian. Et donc il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'incitation à la formation et à la qualification. Donc on ajuste le SMIC, une autre mesure éventuellement, Elie Cohen ? Je serai d'accord avec Benjamin pour dire qu'il faut des mesures ciblées prises pour les petits budgets, pour les petits consommateurs qui voient effectivement leurs dépenses contraintes. Donc plutôt côté revenus, c'est-à-dire plutôt prime ou plutôt baisse plutôt par revenu, exemple, TVA, plutôt s'intéresser aux revenus, pas de mesures générales, mais s'intéresser aux bas revenus et avoir des mesures spécifiques bas revenus. Benjamin oui, Correa. mais c'est déjà ce que j'ai dit. Mais moi, ce que je pense, c'est que y a deux séries de mesures qu'il faut prendre. Il y a des mesures où il faut aller au feu. Bon, alors. Le blocage des prix. Je ne suis pas du tout un fanatique du blocage des prix parce que je pense qu'effectivement, à long terme, ça n'est pas une solution. Mais dans le court terme, entre guillemets, ça peut être une solution, en particulier s'il s'agit de prix ciblés. De toute façon, distribuer de l'argent par la fenêtre sous la forme de primes Macron ou le blocage des prix, c'est pareil.
hein, d'une certaine manière. C'est tout aussi artificiel. C'est tout aussi artificiel. Bon, donc, je veux dire, je suis absolument pas opposé à cette mesure à titre transitoire. La vraie question, c'est des changements un tout petit peu structurels sur la manière dont les prix sont fixés. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, comme vous le savez, on est dans une situation folle. On est dans une situation dans laquelle le prix de l'énergie se fixe au prix de l'appareil le moins efficace et le moins productif d'Europe. Bon, c'est une situation totalement folle. C'est-à-dire, expliquez en 2 minutes. C'est-à-dire qu'à travers les conventions qui ont été fixées concernant la fixation et l'approvisionnement des prix en Europe, le prix se fixe sur la dernière unité qu'on met en fonction en Europe à un moment donné, compte tenu de ce qu'est la demande. Alors ça pouvait justifier à une certaine époque, mais là plus du tout. Et des pays comme les nôtres où, quoi qu'on pense du nucléaire, notre coût de production d'électricité et du mix énergétique est beaucoup plus bas qu'ailleurs, on paye un prix absolument disproportionné par rapport à nos moyens. Donc, je veux dire, sur le court moyen terme, c'est-à-dire sur les 2 ans qui viennent, il faut engager des réformes structurelles de ce type. Bon, alors pour l'instant, aucune des 2 propositions, Élie Cohen, non plus. Non, l'exemple que vient de donner Benjamin est très particulier. C'est la fixation du prix de l'électricité sur le marché européen, pas le prix de l'énergie. Marine Le Pen veut sortir de ce marché européen de l'électricité. C'est que 12% de l'énergie, c'est pas... Donc Marine Le Pen veut sortir de ce marché d'électricité européen, contrairement à Emmanuel Macron. Non, mais même, je dirais que non, notre ministre des Finances va à Bruxelles très régulièrement. Il a demandé une renégociation des modalités de fixation du prix de l'électricité sur la plaque continentale européenne intégrée. Bonne mesure, donc. Qu'on en rediscute, oui. Parce que, si vous voulez, avec le temps, les mix énergétiques des différents pays européens ont beaucoup divergé. Un pays comme la France, qui a un mix énergétique basé sur le nucléaire, a une beaucoup plus grande stabilité et prévisibilité des prix par rapport à des pays comme l'Italie ou l'Allemagne, qui ont beaucoup misé sur le gaz étant très très volatile. Et donc, quand vous dites que le prix du marché de l'électricité, c'est le prix de l'unité qui est la dernière connectée sur les réseaux, c'est-à-dire celle dont les prix sont les plus élevés, vous produisez des phénomènes de hausse des prix de l'électricité. Donc ça, c'est à revoir. Donc Emmanuel Macron, a priori, serait Il est prêt à revoir ça. Et Marine Le Pen aussi, j'ai bien compris. Mais nous ne sommes pas seuls à Bruxelles. Oui. Nous ne sommes pas seuls à Bruxelles. Le problème, c'est que y a toutes sortes de promesses qui sont faites en période électorale. Et malheureusement, on est quand même dans une situation dans laquelle il y a aussi un bilan. Et donc, il y a une série de mesures sur lesquelles je suis extrêmement sceptique. Non seulement parce que c'est des mesures totalement irréaliste. Sur le pouvoir d'achat, vous parlez des mesures en particulier? Non. Oui, non, mais sur l'ensemble. Vous voyez, par exemple, je lisais en venant là dans le taxi que Emmanuel Macron voulait faire une convention citoyenne pour parler de l'euthanasie et ensuite remettre ça au Parlement. Ouais, alors ça sont les débats de société. J'ai envie de dire, on a déjà donné. Macron et les conventions citoyennes, on sait ce que ça donne. Donc, si vous voulez, parlons de choses sérieuses. Et Marine Le Pen, sur ses propositions économiques? Elle n'a pas pris un soin extrême à conforter son propos. Et puis surtout, le programme Marine Le Pen appliqué, c'est la sortie de l'Europe. Donc ça, c'est un problème. En tout cas, c'est ce que vous dites ce soir. Oui. Quand vous dites il faut diminuer notre participation au budget européen de manière unilatérale, réinstaurer des contrôles douaniers aux frontières intracommunautaires, s'exonérer des responsabilités dans les politiques qui ne nous conviennent pas, affirmer la prééminence du droit français sur le droit européen. Si vous additionnez tout ça, vous sortez de l'Europe. Merci beaucoup, Élie Cohen, d'avoir été avec nous. Merci, Benjamin Coria. Merci, Lynn Rifaille. Et puis, merci à Mathieu Mabin, qui était avec nous en première partie de l'émission, en direct de Washington. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.